Bonjour, je m'appelle Maxime Rovert, je suis enseignant en histoire de la philosophie à la PUC de Rio et à l'invitation de Valentine Riant de l'Association des étudiants en droit public de la faculté de droit et de sciences politiques de Rennes 1, je voudrais vous présenter une intervention dont le titre est Les fake news selon l'éthique interactionnelle, malaise dans la communication. Alors, dans cette vidéo, je vais tâcher d'éclairer la relation entre les fake news et la liberté d'expression en proposant une lecture un peu en sous-marin du phénomène, c'est-à-dire que je vais me tenir assez loin de la surface de l'actualité pour étudier ce qu'est le phénomène du fake news et voir comment le droit peut et doit se positionner en face de ce phénomène. Alors, pour commencer, je voudrais poser une différence importante entre les fake news et ce qu'on appelle la post-vérité. Selon le dictionnaire d'Oxford, qui a choisi comme mot de l'année en 2016 l'adjectif post-truth, en français post-vérité, cette expression signifie relatif aux circonstances dans lesquelles les faits objectifs ont moins d'influence sur la formation de l'opinion que l'appel aux émotions et aux croyances personnelles. Donc la post-vérité, ce serait donc ce moment que nous vivons aujourd'hui où en réalité l'équilibre entre des faits objectifs et les émotions et des convictions intimes se brise et en quelque sorte en défaveur des faits eux-mêmes. En revanche, l'expression fake news en anglais a une signification très précise, c'est-à-dire qu'elle désigne des contenus, en général multimédia, qui se présentent comme étant des contenus d'information et qui en réalité sont des contenus de propagande. Donc on a tendance à utiliser en France l'expression fake news pour signifier de simples mensonges. En réalité, au départ, cette expression désignait des types de contenus tout à fait spécifiques et qui sont nés en partie du fait de la circulation sur les réseaux sociaux de vidéos, je dirais, à grande vitesse et sans qu'elles soient vérifiées. Bien sûr, la propagande n'est pas une invention récente, de sorte que si l'on entend par fake news le mensonge, on se méprend en fait sur la spécificité du phénomène. La spécificité du phénomène, elle est liée à la circulation incontrôlée de contenus de propagande, je dirais, dont les sources deviennent décentralisées. C'est ça la spécificité du fake news. Or, justement, ce qui va m'intéresser ici, ce ne sont pas les mensonges exactement, mais la manière dont on accueille et on embrasse ces contenus. C'est-à-dire la manière dont on fait sien, en fait, des contenus pseudo-informationnels qui circulent en général sur Internet. Donc, ce qui va m'intéresser ici, ce n'est pas exactement la domination des menteurs, c'est-à-dire je ne vais pas présenter une réflexion sur la manière dont des personnes mal intentionnées créent des contenus de propagande à des fins, par exemple, électorales. C'est un aspect du problème qui est très important, mais je propose aujourd'hui de travailler sur autre chose, c'est-à-dire non pas donc sur la domination des menteurs, mais sous la soumission de ceux à qui l'on ment, c'est-à-dire sur l'aspect actif qui est celui des personnes qui font circuler le fake news, puisqu'évidemment, sans ces personnes-là, le fake news, encore une fois, n'existerait pas. Ce serait de la propagande de type classique. Or, ce qu'il se passe avec le fake news, c'est que des personnes activement participent de sa diffusion en le faisant circuler parmi leur groupe. Ce qui m'a attiré mon attention sur ce problème des fake news, en réalité, c'est la campagne qui a eu lieu en 2018 au Brésil, une campagne présidentielle au cours de laquelle les partisans d'un candidat, Jair Bolsonaro, ont fait circuler l'idée selon laquelle, parmi les propositions de campagne de l'adversaire de Bolsonaro, se trouvait ceci: c'est-à-dire un biberon dont la tétine serait en forme de phallus et qui serait l'un des outils d'un kit gay par lequel Fernando Haddad, qui était donc le candidat du PT, proposait de réformer l'enseignement scolaire pour former les plus jeunes élèves à l'homosexualité. Donc un fake news d'une telle stupidité qu'il m'a laissé un peu sans voix.
puisque vraiment, à ce niveau d'absurdité, il est difficile d'admettre qu'il y a des personnes au Brésil qui seraient capables de croire sérieusement une chose aussi absurde, euh, aussi invraisemblable, quoi. Aucun candidat ne peut possiblement présenter un biberon à les tétines en forme de phallus comme programme politique. Donc, ma première réaction naturelle mais problématique, ça a été de penser, bah oui, ce type de désinformation peut toucher au Brésil les classes populaires les moins favorisées, les moins éduquées, et qui donc ne savent pas comment s'informer correctement, et qui au fond pourraient ne pas savoir ce qui est vraisemblable ou non quand on parle de politique. Et puis cette première interprétation m'a paru notoirement insuffisante. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui croient n'importe quoi? Oui, est-ce que c'est ce que vous pensez? Alors, en tant que philosophe, j'ai commencé à être sensible à un problème logique dans cette affirmation. Euh, Si nous soutenons mordicus qu'il y a des gens qui croient n'importe quoi, c'est peut-être que nous sommes un peu trop bien placés pour le savoir. C'est-à-dire, lorsque vous dites, oui, en fait, il y a des gens qui croient n'importe quoi, sur quoi exactement vous appuyez-vous? Est-ce que... alors vous me dites, oui, mais ils font circuler cette information. Oui, mais qui vous dit qu'ils y croient? Oui, mais si, je vous assure, ils y croient, puisqu'ils la font circuler. Oui, mais il y a quelque chose dans l'affirmation selon laquelle il y a des gens qui croient n'importe quoi, qui est de l'ordre de ce qu'on appelle le performatif, c'est-à-dire que ça se prouve par l'action. Lorsque vous êtes en train de dire qu'il y a des gens qui croient n'importe quoi, cette conviction est probablement appuyée sur le fait que vous êtes en train de le prouver vous-même de manière performative. En fait, c'est une affirmation, les gens croient n'importe quoi, qui rend réel ce qu'elle affirme, c'est-à-dire qu'elle accomplit elle-même sa propre vérité. Je crois qu'il y a des gens qui croient n'importe quoi. Oui, mais d'où le croyez-vous? Parce que justement, je suis en train de le prouver, je crois n'importe quoi, en l'occurrence, je crois qu'il y a des gens qui croient n'importe quoi. Vous comprenez, en fait, cette projection performative, c'est le fonctionnement même du fake news. L'existence du fake news est-elle en elle-même un fake news? Pas exactement, mais ce que je voudrais montrer ici, c'est qu'elle relève en soi de cette fameuse ère de la post-vérité. Donc, pour aborder l'ère de la post-vérité, il va falloir accepter de changer les termes dans lesquels nous pensons la vérité. Il va falloir penser comment des choses circulent au-delà du vrai et du faux. La question devient, comment est-il possible que soient colportés à grande échelle des contenus pseudo-informatifs sans que les gens se demandent si ils sont vrais ou faux? Pourquoi est-ce que des populations grandissantes font ça? C'est ici donc que commence ce que je voudrais considérer comme mon exposé d'aujourd'hui. Vous comprenez que j'ai donc, dans cette introduction, transformé le problème tel qu'il nous arrive, c'est-à-dire l'idée que, de fait, il y a des fake news, en un problème circulaire, logique, qui interroge la manière dont nous savons qu'il y a des fake news et dont nous déterminons le fait que ces fake news engendrent des faits de croyance. Pour comprendre comment ce cercle se construit, je propose de partir du problème de l'autonomie intellectuelle des individus. Comme vous le savez, l'être humain ne naît pas autonome. Il construit son jugement et sa faculté de jugement à partir de celui des autres. Et bien sûr, pour développer son jugement, il est important de se penser soi-même comme intelligent, c'est-à-dire de développer une image de soi, quelque chose de directement réflexif, suffisamment satisfaisant pour qu'en effet on soit capable de mettre en œuvre sa faculté de comprendre. Par où j'entends justement la faculté de distinguer le vrai du faux. C'est la définition par Descartes du bon sens au début du discours de la méthode, lorsque Descartes écrit que le bon sens est la chose du monde la mieux partagée.
Et c'est justement l'idée que, en fait, il y a en n'importe quel être humain une faculté qui lui permet de distinguer le vrai du faux. Et en fait, pour être convaincu d'être soi-même doté de cette faculté, eh bien, il faut à la fois donc se penser soi-même de manière réflexive comme étant intelligent, je l'entends donc comme capable de discerner le vrai du faux, et en même temps, par là, par cette image réflexive, on peut se vivre comme intelligent, c'est-à-dire encore une fois mettre en œuvre son aptitude à comprendre sans trop en douter. Pour réaliser ces deux choses-là, c'est-à-dire construire une image de soi et ensuite mettre en œuvre dans l'action son aptitude à comprendre, eh bien il faut disposer d'une évaluation propre, c'est-à-dire il faut être capable de s'auto-évaluer selon une échelle de valeurs capable de fonder cette évaluation. Or, tout le monde n'est pas Descartes, et donc tout le monde n'est pas capable d'affirmer avec je dirais, une sorte de confiance et à la fois d'ouverture qui était celle de ce grand philosophe, qu'il est soi-même un être parfaitement intelligent, c'est-à-dire parfaitement capable de discerner le vrai du faux. Et pourtant, cette affirmation est indispensable pour développer l'autonomie. Donc, nous voici confrontés à un problème qui est le suivant. Pour être autonome, nous avons besoin de croire à notre intelligence. Mais pour être intelligent, on a besoin d'être autonome. Nous voici à nouveau confrontés à un cercle qui normalement est vertueux, c'est-à-dire encore une fois, c'est le cercle qui met en route le phénomène d'autonomie et de toujours plus grande autonomie, l'intelligence et l'autonomie fonctionnant pour ainsi dire en cercle vertueux. Et le problème qui nous empêche d'entrer dans ce cercle vertueux, c'est évidemment un léger blocage ou des anomalies qui viennent du fait que notre propre jugement n'est pas complètement sûr de la manière dont il évalue les choses. Pourquoi ? Parce que dans la construction progressive de notre jugement, nous ne sommes pas complètement sûrs donc d'évaluer correctement du fait que nous sommes confrontés à trop d'incohérences. En effet, lorsqu'un être humain grandit, il est confronté à des systèmes de valeurs au sein de sa famille, mais aussi au sein des groupes qu'il va être amené à fréquenter, mais aussi au sein des systèmes auxquels il est confronté à travers sa formation, son éducation. Donc à la fois à l'intérieur de la famille, il y a diverses personnalités qui se réfèrent à divers systèmes de valeurs. À l'intérieur des groupes auxquels on est confronté, il y a à nouveau d'autres systèmes de valeurs. Et à l'intérieur de ce qui nous est présenté comme, je dirais, le système de référence sociale, en réalité, il y a aussi des incohérences. Cela crée en fait un double blocage. Le premier, c'est celui que je viens de décrire, vient du fait que les évaluations extérieures sont elles-mêmes incohérentes, bien qu'intriquées entre elles et incontrôlables. Typiquement, ça signifie que vos parents veulent que vous réussissiez bien à l'école, et pourtant leur système de valeurs dans la vie quotidienne n'est pas complètement cohérent avec le système de valeurs qui est proposé par le professeur, qui est lui-même pas complètement cohérent avec le système de valeurs qui est censé promouvoir l'institution de l'école, et ainsi de suite. De sorte que les évaluations extérieures qui sont censées déterminer notre propre jugement sont en réalité incontrôlables. Et deuxièmement, vous comprenez que nous sommes dans une situation contradictoire puisqu'il nous faut, à partir de ces incohérences, trouver le moyen de nous attribuer de la valeur à nous-mêmes, alors qu'en réalité, les systèmes qui permettent de définir cette valeur, nous les tenons des autres. Pour résumer, on peut dire que pour devenir un esprit autonome, une personne capable de juger et de discriminer par elle-même le vrai et le faux, nous devons reprendre en partie la main sur le dispositif de définition et d'attribution de la valeur, et en l'occurrence de la valeur intellectuelle. C'est ici justement que les fake news, comme contenu permettant de répondre à cette nécessité, vont jouer un rôle. Pourquoi ? Dans le doute sur sa propre intelligence, les individus d'aujourd'hui ressentent la nécessité d'appuyer cette conviction de son intelligence personnelle
sur des contenus qui les assurent qu'il y a plus bête qu'eux. C'est-à-dire qu'il y a des gens situés à une échelle inférieure, enfin à un degré inférieur de l'échelle de l'intelligence. Ce qu'on appelle les fausses nouvelles, mais qui, à mon avis, sont mieux appelés des contenus pseudo-informatifs. Ces contenus pseudo-informatifs impliquent un rapport à l'information qui en réalité ne cherche pas à savoir ce qu'il en est de la réalité, mais qui sont à la recherche d'une certaine maîtrise sur sa propre image de soi. En vous regardant dans le miroir inversé des idiots, vous tâchez d'affermir en réalité l'idée que vous vous faites de votre propre intelligence. De cette manière, vous comprenez que la diffusion du fake news est en réalité une affirmation qui implique à la fois une exclusion, c'est-à-dire que vous considérez qu'il y a des gens qui sont plus bêtes que vous, c'est ça que font ceux qui font circuler la fake news, c'est-à-dire qu'elles appellent d'autres personnes à être les témoins avec elles du fait qu'il y a des gens encore plus bêtes que nous. Donc, il y a d'abord une exclusion, il y a des abrutis et ils sont dangereux, c'est le premier geste fondamental de la diffusion des fake news. Et ensuite, il y a évidemment une appartenance, c'est-à-dire un appel à témoins pour que nous soyons ensemble d'accord sur le fait que nous appartenons les uns et les autres à une frange de la population intelligente et qui se définit encore une fois par contraste avec des gens toujours plus bêtes que nous. C'est ce que j'appelle la logique des abysses, c'est-à-dire en fait pour savoir exactement où se situer dans cette échelle sociale, et qui est une chose indispensable pour développer sa propre autonomie, eh bien, le fake news permet de regarder plutôt vers le bas en considérant qu'il y a des gens abyssalement stupides, extrêmement dangereux, et que nous devons nous unir pour faire barrage à cette communauté un peu floue qui est celle donc que décrivent en général les fake news. Contre nous se dressent les gens dont les fake news dressent le portrait, et nous sommes la partie de la société qui n'appartient pas à ce groupe-là. Donc, le double effet politique de notre effort pour nous sentir intelligents, mais aussi pour nous sentir à notre place dans la société, pour avoir le sentiment d'être parmi les siens, devient le fait de s'affirmer par un moyen destructif. Il fonde les appartenances sur de l'exclusion. Donc vous comprenez que les fausses nouvelles ne sont pas seulement une manipulation de l'information. En réalité, elles travaillent notre effort, l'effort de chacun, et en fait progressivement l'effort de groupe entier, pour appartenir, c'est-à-dire pour créer du lien social. Les fake news sont donc une pathologie de l'information, d'abord parce qu'elles sont une pathologie du lien. Il y a des laissés-pour-compte du lien qui trouvent dans ces supports pseudo-informatifs les moyens d'alimenter un circuit où, parce qu'ils se sentent exclus, ils surmontent leur exclusion en se rassemblant par l'exclusion des autres. Alors, pour conclure, je voudrais souligner d'abord que ce que j'ai décrit comme la nécessité de se comparer aux autres, et en particulier de trouver plus bête que soi, ne doit pas être interprété comme une sorte de pathologie de l'intelligence, ou comme une béquille à laquelle recourraient des gens faibles, qui feraient mieux en réalité de développer leur autonomie, justement d'une manière cartésienne, en s'appuyant sur une sorte de force intérieure, une faculté intérieure. Non. Le rapport à l'autre est constitutif de notre propre conscience de comprendre. Donc il est plutôt naturel que nous nous construisions aussi en partie en exagérant la bêtise des autres pour nous rassurer par le bas sur nos capacités à nous. Donc ce n'est pas parce que la logique des abysses est à l'œuvre dans les fake news qu'il faut absolument la condamner. Il n'y a pas d'objet de condamnation ici. Il y a des stratégies pour atténuer l'angoisse individuelle de ne pas savoir où l'on se trouve sur une certaine échelle de valeur.
Mais comme vous le comprenez, l'appartenance ou l'union que permettent les fake news est beaucoup trop fragile. Donc, en conclusion, je voudrais simplement souligner ceci. D'une part, il me semble absolument essentiel de faire la différence entre les fake news, que j'appelle des contenus pseudo-informationnels, et les mensonges. C'est tout à fait différent. Bien que les fake news, souvent, soient créées par des personnes qui délibérément mentent. Mais ce qui circule, en fait, ça n'est pas exactement le mensonge, ce sont justement des contenus à propos desquels les personnes ne se posent pas la question de la vérité ou de la non-vérité. Voilà pourquoi le deuxième point qui me tient à cœur, c'est que l'on soit capable de faire la différence entre la circulation de contenus pseudo-informationnels et la question de la post-vérité, c'est-à-dire le fait que ce n'est pas que la vérité a perdu sa valeur, c'est que l'on a tendance à survaloriser les croyances. Et justement, la lutte contre les fake news parfois tombe dans ce biais qui consiste à croire excessivement aux croyances. En réalité, ce qui est intéressant dans la post-vérité, c'est que les croyances elles-mêmes, malgré ce que disait le dictionnaire d'Oxford, les croyances elles-mêmes n'importent plus. Au-delà de la croyance, c'est mon troisième point de conclusion, il y a une manière de fabriquer des appartenances, c'est-à-dire des liens politiques, des liens sociaux en réalité qui sont inférieurs à un niveau encore inférieur à la politique, qui sont liés à des partages de contenu. Qu'est-ce que des étudiants en droit peuvent penser sur cette question? Eh bien, lutter contre le mensonge, ça n'est pas au droit de le faire. Lutter contre le mensonge, ça appartient justement à la science, aux universitaires, aux journalistes, enfin à tout un tas de contre-pouvoirs dont je dirais la vérité est le métier. La vérité, c'est notre métier. Nous réfléchissons dessus, nous la diffusons, nous faisons en sorte qu'elle soit connue depuis toujours et pour toujours. Le droit, en fait, doit se limiter à encourager les appartenances en interdisant les exclusions qui détruisent la société. Par conséquent, il n'y aura pas de solution d'ensemble sur les fake news. Un philosophe n'aura pas de réponse conceptuelle claire sur cette question. Je ne vais pas vous répondre si oui ou non on doit lutter contre, puisque j'ai essayé dans cette intervention de déplacer en fait la question sur la fabrique de la société. C'est-à-dire que ce que doit faire le droit, ce que fait le droit par définition, c'est encore une fois encourager les appartenances et interdire les exclusions. Je conclus en vous rappelant qu'au XVIIe siècle, les philosophes défendaient la possibilité de croire ce qu'on voulait de Dieu. Eh bien, il me semble qu'au XXIe siècle, il faut défendre la possibilité de croire ce que l'on veut de la réalité. En fait, cette histoire de croyance est relativement secondaire à mes yeux. La seule et unique limite que le droit doit poser, ça n'est pas en fait de l'encadrement de l'information, c'est de l'encadrement de l'appartenance. Et c'est cet effort d'appartenance que le droit ne doit pas accepter de laisser se renverser en effort d'exclusion. Donc de la même manière que l'on doit interdire, je dirais, les contenus haineux et d'incitation à la haine, je crois qu'il doit être possible d'interdire les contenus qui sont directement orientés vers la destruction du lien social. Voilà, c'était ma contribution à votre réflexion. Merci de m'avoir invité.